Bonjour, cette vidéo est un pré-enregistrement d'une session que je vais donner demain sur le thème du creative coding. Alors qu'est-ce que le creative coding? C'est une sous-branche d'un domaine qu'on appelle l'art logiciel. Et l'art logiciel, c'est un tout autre penchant du développement logiciel qui ne consiste pas à faire un logiciel pour répondre à un besoin donné, faire un service qui répond à un besoin donné, mais faire quelque chose dans un but artistique. Le but, c'est que le logiciel soit une œuvre, une expression artistique. Alors il ne faut pas confondre l'art logiciel avec ce qu'on appelle plus communément l'art numérique, qui englobe énormément de choses. L'art numérique, c'est toutes les œuvres d'art qu'on peut faire au moyen d'un logiciel, ce qui couvre énormément de choses aujourd'hui, vu que le logiciel a révolutionné quasiment tous les supports artistiques existants. Donc en image de fond, là vous avez par exemple une image du jeu Horizon Zero Dawn, qui est un très beau jeu vidéo avec une palette artistique absolument phénoménale, mais qu'on ne peut pas faire rentrer dans le domaine de l'art logiciel, puisque l'art logiciel, la particularité, c'est que c'est le logiciel lui-même qui constitue l'œuvre d'art. Et donc le creative coding, c'est une sous-branche de l'art logiciel où, plus particulièrement, qu'est-ce qui va constituer l'œuvre d'art au sein du logiciel? C'est son code lui-même. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à jouer sur les mots et utiliser creative coding un peu pour tout et n'importe quoi, comme par exemple du dessin procédural, etc. Alors, il y a quelque chose de particulier avec l'art. C'est une expression qui est assez courante qui dit que l'art est né de la contrainte. En fait, ce que ça veut dire, c'est que pour arriver à une expression artistique, on doit faire face, bien sûr, à toutes les contraintes matérielles, les contraintes physiques par rapport aux matériaux, à la matière de notre support, ainsi qu'aux contraintes, aux limitations physiques de l'artiste lui-même, bien sûr. Mais on va quand même essayer de jouer avec ces contraintes en permanence. Par exemple, on va essayer de faire des choses qui paraissent impressionnantes et complètement folles. Dans l'architecture, on va essayer de faire des bâtiments qui semblent défier les lois de la gravité. Pour ce qui est de la musique, on va essayer de faire jouer un nombre incroyable de personnes ensemble, sous un même rythme, et essayer de transcender un peu la musique globale d'un orchestre. Donc c'est toujours la limite entre le faisable et le matériel, et un peu l'incroyable, je dirais, le dépassement de cette contrainte. Et c'est ça qui va donner tout ce sentiment d'emballement, qui va susciter autant d'émotions quand on écoute ou on regarde une œuvre. Et c'est avec ça qu'on va essayer de jouer. Donc l'art a vraiment besoin de contraintes pour exister. Le problème maintenant, c'est que quand on parle d'informatique et de virtualité, on se rend compte qu'il n'y a quasiment plus aucune contrainte, plus aucune limite. Ou en tout cas, si elles existent encore, les murs ont été repoussés à des kilomètres de ce qu'on avait auparavant. On pourrait croire que, avec tout ce qu'a apporté l'informatique depuis le siècle dernier, on ait assisté à une sorte de révolution artistique. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que, certes, il y a des choses innovantes en permanence, mais on est loin d'atteindre une révolution artistique telle qu'elle a eu pendant la Renaissance, par exemple. Vous voyez en fond, par exemple, une jeune demoiselle qui utilise la réalité virtuelle pour faire de la peinture en réalité virtuelle. C'est-à-dire elle fait partie intégrante de sa peinture, elle peut considérer sa peinture sous tous les angles et travailler avec toute une palette d'outils virtuels à sa disposition pour vraiment peindre comme si elle était à l'intérieur de sa peinture. Donc on n'a plus aucune limite, ou quasiment plus aucune limite, et pourtant on n'arrive pas quand même à aller plus loin dans le domaine artistique. Comme disait le slide précédent, on a besoin de cette contrainte. En fait, à partir du moment où on a des limites bien fixes, bien établies, et qu'on va les dépasser, on va sortir du domaine du rationnel, et c'est là qu'on va pouvoir tomber dans l'émotion, et donc faire une œuvre artistique intéressante. Alors pour faire de l'art avec le logiciel, puisqu'on n'a pas de contraintes, on va aller définir nos propres contraintes arbitraires, qui peuvent parfois paraître irrationnelles, mais elles vont nous servir à un peu définir ce qu'on appelle les règles du jeu communément, parce que ça va être un peu un jeu bien sûr, et voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces règles données. Alors on va commencer tout de suite avec un exemple qui est emblématique du creative coding et de l'art logiciel en général, c'est la démocine. Vous voyez en fond un millier d'informaticiens qui sont côte à côte dans un stade, très enserrés les uns sur les autres. Ça c'est une image qui date de 2003 je crois. Vous voyez ça au
bien sûr qu'il n'y a pas d'écran plat, c'est tous des gros écrans cathodiques. Que font tous ces gens dans ce stade? Eh bien, ils travaillent en petits groupes, en petites équipes, sur un concours, dont le but est de produire en un temps donné, je crois que c'était quelque chose comme 48 heures, une démo. Ce qu'on appelle une démo, c'est une vidéo qui est générée procéduralement par un code qui est accompagné du coup de sons, très généralement, et qui dure l'équivalent de 1 à 5 minutes selon les cas. Et le but c'est d'en mettre plein la vue avec une vidéo générée procéduralement. Vous avez un exemple ici qui est beaucoup plus récent que la compétition qui est derrière, mais qui vous montre bien l'idée. Je vais vous passer un petit bout. Vous voyez qu'il y a de la 3D, du son, des éclairages très impressionnants, du changement de plan, du changement de rythme, avec des formes diverses. Alors c'est toujours très abstrait, hein, bien sûr, on fait avec le procédural, donc c'est beaucoup de formes géométriques, etc. Il y a quand même des modèles un peu plus complexes, hein, parce que si j'avance, par exemple, on arrive ici à une course de vaisseaux, par exemple, avec des modèles 3D de vaisseaux. Vous voyez, la musique s'emballe bien. Et ça finit plus calmement par un fondu au noir sur cet univers très étrange. Voilà, ça c'est Optical Circuit, ça s'appelle. Et vous voyez 4K 60 fps. Alors 60 fps c'est très bien, 4K ça te paraît être une très haute définition, mais en fait il y a un piège, ce n'est pas la définition. 4K ça signifie 4 kilooctets. Et oui, parce que une grosse particularité de la démosine, c'est qu'en plus ils ont une taille maximum pour le code qui est imposé. Et pour le concours en question, là c'était 4 kilooctets. Alors 4 kilooctets, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça représente, mais c'est vraiment très très peu. Pour donner un exemple, si on prend une image, un exemple d'image d'une frame de la vidéo, et qu'on l'encode en JPEG par exemple, on va largement dépasser ces 4 kilooctets. Donc c'est vraiment très très impressionnant sur une taille aussi réduite ce qu'ils arrivent à faire. Et donc les démosines, ça a duré, on va dire ça a duré 20 ans et ça continue encore de se faire, mais surtout en ligne désormais. Ce sont tous ces petits génies qui vont essayer de faire sur une taille de code extrêmement réduite quelque chose de complètement fou en termes de génération procédurale. Et pour y arriver, pour arriver à faire tous ces changements de caméra, ces modèles, ces éclairages, etc., on se rend compte que c'est un petit nombre de variables qui font beaucoup de choses. Par exemple, le fait que la musique soit calée sur l'image, sur les changements de caméra, et que tout a l'air d'être globalement ensemble, on va dire, en synchronicité, c'est parce que derrière ce sont les mêmes variables qui sont utilisées, seulement à des fins différentes. Alors ce principe de faire des choses très très chouettes sur une taille de code très limitée, on le retrouve aussi dans un autre domaine du creative coding qu'on appelle le code golf. Et le code golf, ça va constituer à faire réaliser un code et le faire rentrer dans un certain nombre de caractères. Il faut rentrer dans le trou, comme on dit. C'est pour ça qu'on vient de l'expression du code golf. Il peut y avoir du code golf sur toutes sortes de langages et avec toutes sortes de tailles de code maximale. Mais globalement, il y a une scène qui est très populaire pour le code golf et pour le creative coding en général, c'est le JavaScript. Tout simplement parce que c'est un langage qui est très permissif, qui est aussi très familier et très populaire, et qui peut être partagé très facilement, vu que tous ceux qui se baladent sur Internet avec leur navigateur peuvent directement tester le code. Ça, c'est un gros avantage. Donc il y a des concours de code golf qui ont eu lieu en JavaScript. Il y en a plusieurs qui sont très connus, comme le JS 13K Games ou le JS 1K. 1K pour 1 kilooctet. Et je vais vous montrer un exemple par exemple de démo qu'on arrive à faire avec 1 kilooctet de JavaScript. C'est par exemple un clone de Minecraft. Alors certes un clone très basique, pas jouable, on a juste des plans de caméra en 3 dimensions, mais il a quand même modélisé le terrain, les arbres, un peu d'eau, et une sorte de brouillard. Et donc ça c'est 1 kilooctet. Alors 1 kilooctet, si vous voyez pas ce que ça représente, je peux vous montrer le code directement. Je vais dans Demo Details, et
voilà le code en question, il est ici. Donc bien sûr c'est incompréhensible parce que c'est compressé par toutes sortes de méthodes peu orthodoxes. Toujours est-il que voilà, ce code-ci, si vous l'exécutez dans votre navigateur via une console JavaScript par exemple, vous obtenez un clone de Minecraft en 3D. Et ça c'est quand même assez incroyable. Alors pour toutes les démos comme celle-ci, il y a toujours un article de blog bien sûr, où la personne, l'auteur, qui est ici Reinder Niehoff, explique comment il est parvenu à ce résultat. Alors généralement ça se fait pas bien sûr du premier coup d'œil, hein, il passe par plusieurs phases, déjà avoir une idée de base, puis essayer de l'optimiser au maximum, et puis essayer de faire rentrer un maximum de choses dans la taille maximum, hein, le 1K. Et voilà, vous avez un exemple du coup comment il s'en est pris pour faire des textures procédurales. Alors là encore, il y a plein de techniques pour essayer de combiner des mêmes variables, pour essayer de réduire tout simplement la quantité de variables et la quantité de code nécessaire pour faire toutes sortes de choses. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment ils s'y prennent. Dans la catégorie code golf également, si on va chercher encore plus petit que 1 kilooctet, on avait par exemple à un moment des codes qui rentraient dans un tweet de 140 caractères. Donc 140 bytes typiquement pour un tweet, même si la limite a sauté depuis sur Twitter. Donc le but du jeu c'était de faire quelque chose d'assez sympathique qui rentre dans les 140 caractères. Ça pouvait être juste une fonction ou ça pouvait être du dessin. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés justement à bricoler avec un canvas HTML5 pour faire des choses assez sympas avec une taille de code très limitée. Et il y a tellement eu de propositions qu'on en a fait un site, twitter.net. Et ce site-là, il vous montre comment on peut faire avec des tout petits fragments de code des choses assez sympathiques en termes de dessin. Voilà. Donc, vous avez une sorte de volute de fumée, ici un arc bizarroïde. C'est très difficile à décrire, mais il y a vraiment des choses assez folles. Donc voilà, c'est un site très amusant, il y a des soumissions quasiment tous les jours, hein, vous voyez, hein, toutes celles que j'ai montrées là, elles ont été faites aujourd'hui ou hier. Donc je vous encourage à aller consulter, il y a vraiment plein de choses surprenantes. Donc voici pour le code golf. Alors si on veut aller encore plus loin dans les codes golf très 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 courts, il y a dans l'histoire du creative coding une ligne de code assez emblématique que vous voyez ici, c'est 10 print car 205.5 plus random 1 go to 10. Alors si vous prenez un peu de temps à la déchiffrer, hein, c'est du basique, finalement c'est assez simple, ça consiste juste à faire une boucle infinie qui alterne entre deux caractères, mais juste ça permet de réaliser un petit fond, on va dire, sympathique, que vous voyez ici sur la couverture du livre, ainsi qu'en fond, et qui a l'air globalement aléatoire et qui ressemble à une sorte de labyrinthe. Alors ça peut paraître tout bête, mais cette ligne de code-là, elle a passionné les foules à l'époque où les gens commençaient à voir l'informatique se démocratiser. Ils pouvaient faire tourner ce petit programme basique sur l'ordinateur Commodore 64 et obtenir ce schéma. Et le fait que ce soit juste une simple ligne de code qu'on puisse facilement recopier sur un bout de papier et la transmettre à son voisin, ça a permis, à une époque où Internet était encore très très peu répandu, de pouvoir partager, un peu comme une traînée de poudre, un exemple de creative coding. Et comme c'était la première fois que les gens rencontraient ça, ça a vraiment fasciné les foules, ce petit pattern en labyrinthe. Et donc, ce livre, qui est un livre qui a été créé pour parler uniquement de cette ligne de code, et d'ailleurs pour la petite blague, la ligne de code est le titre du bouquin. D'ailleurs, je pense que c'est le seul livre dans l'histoire dont le titre est un programme valide. Et ce livre, donc, on explique tout ce qu'il y a à savoir sur cette ligne de code, leurs auteurs, leur histoire, et comment elle a influencé toute une génération, et comment elle a évolué ensuite sur tous les autres domaines qu'on a vus, le code golf et la démocine. Alors on va passer sur un autre type de creative coding, où cette fois ça va être une autre contrainte qu'on va s'imposer. La contrainte ne va plus être sur la taille du code, mais sur une fonction particulière que de remplir le programme. Et le principe du Quine, c'est que le programme doit afficher son propre code source. C'est sa seule fonction. Donc, afficher son propre code source, ça veut dire que c'est une sorte de
palindrome programmatique, quelque chose qui peut se lire dans les deux sens. Alors vous pouvez vous imaginer comment on peut faire ça avec un langage assez courant tel que Java. En fait, ça a été prouvé qu'on pouvait faire un quine avec tous les langages dits Turing Complete, donc suffisamment performants, ce qui couvre, on va dire, la quasi-totalité des langages aujourd'hui. Et on peut le faire de différentes façons, et certaines plus compliquées que d'autres. Il y a certains langages où ça peut être très simple, et d'autres un petit peu plus compliqués. Je vous montre par exemple le cas de Java. Donc voici un exemple de quine en Java. C'est peut-être pas le plus court, mais peut-être le plus simple à comprendre. Si vous analysez la structure de ce programme, vous avez simplement une fonction main, bien sûr, le point d'entrée, et vous voyez que ce bloc ici, ce bloc de code là, correspond en fait aux deux morceaux précédents et suivants. Donc on a le même programme dans le programme en fait. Et on a trois boucles for, et ces trois boucles for, elles vont correspondre en fait aux trois morceaux. Le premier boucle for, ça va être le morceau du haut, ici. La deuxième boucle for, ça va être le morceau avec la string qui contient le code. Et le troisième for, ça va être ce petit bout ici. Et tout ça, ça va piocher dans la string principale qui est ici, qui contient finalement tout le code du programme, sans la répétition. Et du fait de ces trois boucles for, on va en fait afficher les trois morceaux qui composent notre programme. Donc ce bout-ci, avec le premier for, celui-là avec le deuxième, et celui-là avec le troisième. Et c'est comme ça qu'on réalise du coup un quine en Java. Donc vous voyez que le principe est assez simple et qui peut être reproduit avec quasiment tous les langages, en suivant le même principe. Alors bien sûr, les gens ont toujours voulu aller plus loin et essayer de faire des quines un petit peu plus sophistiqués. Là je vous en montre un que j'aime beaucoup, c'est un quine un peu artistique, qui est fait par Martin Klepp, quelqu'un voilà, qui est une pointure dans le domaine du creative coding et que j'aurai l'occasion de mentionner plusieurs fois dans cette présentation. Martin du coup a décidé de faire un quine, voilà, il a mis son site ici à l'intérieur, un quine qui est une forme particulière et vous pouvez discerner ici une sorte de globe, on voit vaguement la forme de l'Afrique. Et bien sûr, que fait ce quine quand on l'exécute? Et bien on va y voir tout de suite, c'est du JavaScript. Voilà, il fait tourner un globe sur lui-même, tout en reproduisant son propre code. Donc c'est assez fascinant, on peut vérifier que c'est bien un quine. Si je fais voir le code source, on retrouve bien le code initial. C'est assez fascinant ce qu'on peut arriver à faire avec des bouts de JavaScript comme ça. Voilà, donc des quines de ce genre un peu artistique, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours impressionnant à regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les quines? Eh bien on peut faire des relais. C'est-à-dire qu'on peut faire un programme qui va à l'exécution afficher le code source d'un autre programme, et cet autre programme, lui-même quand il sera exécuté, il va retourner le code source du premier. Donc ça fait une boucle comme ça. Et bien sûr ce qui est intéressant c'est de faire non seulement deux programmes, mais en plus de programmes dans des langages différents. Voyons voir ça tout de suite. Ici sur votre gauche, vous avez un programme très similaire à ce qu'on a vu auparavant, qui est du Java, mais qui contient un bout de code C++. Et à l'exécution, il va générer ce programme, qui ressemble du coup très fortement au premier, à ceci près que les bouts de code sont intervertis et qu'il s'agit d'un programme C++. Et lui-même, à l'exécution, va reproduire le code source du programme Java, juste en intervertissant dans les for les lignes à reproduire. Donc là encore, vous voyez que le principe est assez simple et peut être adapté à d'autres langages, et on peut même reproduire ce même pattern pour, non pas 2 langages, mais pour 3 langages. Voire même, vous pouvez dire pour 4. Voire même, si vous êtes un vrai creative coder, pour 128 langages. Ça, c'est un projet assez fou, sur lequel ont bossé plein de gens qui étaient sur GitHub en open source, et il y a des gens qui se sont amusés, du coup, à faire un quine relay qui comporte 128 langages. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité, mais c'est quand même assez fou. Je pense que vous prenez n'importe quel langage que vous connaissez, vous le retrouvez dans le lot. Alors bien sûr, vous voulez voir à quoi ça ressemble le code en question. Vous êtes surpris parce qu'il est en plus assez compact. Donc voici le projet. Et voici le fichier en question qui contient le code. Et voilà. Voilà le code en question. Alors en plus, ils se sont amusés à faire un dessin stylisé du serpent qui se mord la queue.
le Ouroboros, qui est un peu l'emblème du Coin Relay. Et vous voyez que là-dedans, il y a 128 langages différents qui sont un petit peu cachés et qui seront générés quand on va exécuter dans X ou Y langage de programmation. Donc voilà, ça c'est un peu le boss ultime du Quine, si je puis dire. Très impressionnant. On va passer à encore un autre type de creative coding, les polyglottes. Les polyglottes, on pourrait dire que c'est un peu comme les homonymes, en tout cas les mots qui se prononcent de la même façon, s'écrivent de la même façon entre deux langues. Sauf que là, on va parler de langage de programmation. Donc, ça va être des bouts de code qui fonctionnent, qui peuvent s'exécuter en tout cas de la même façon sur un langage donné ou un autre. On va tout de suite voir ce que ça donne avec un premier site qui est encore une fois fait par Martin Klepp. Alors ce site-ci, It's Inception avec un 1 et un 0 à la place du I et du O, il a quand même une tête un petit peu bizarre, hein. Vous voyez une image du film Inception bien sûr, hein, parce qu'il veut toujours aller plus loin. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il dit que le JPEG, le CSS, le JS et l'HTML sont exactement les mêmes fichiers. Alors comment on peut le prouver ça? Eh bien on ouvre la vue réseau. Et vous voyez, ici vous avez le document principal, un script, une feuille de style et une image. Et tout exactement le même code et la même adresse. C'est le même fichier. Et pourtant, on arrive à avoir quelque chose de relativement utilisable. Alors bien sûr, il y a des petits bouts de code ici qu'on ne comprend pas, mais n'empêche que théoriquement, ça prouve que c'est possible d'avoir 4 sources identiques pour 4 types de fichiers qui ont globalement rien à voir ensemble. Pour aller plus loin dans les polyglottes, il y a des gens qui se sont amusés à faire en plus un polyglotte, mais en plus qui est une fonction, c'est-à-dire qu'il doit, le programme doit effectuer quelque chose. Et le petit jeu en question, ça a été de partir d'un programme très simple, il me semble étant Ruby, qui retourne un chiffre, le chiffre 1, et ensuite le suivant, le but du jeu est de trouver, de modifier ce programme-là pour qu'il devienne un polyglotte dans un autre langage, et quand exécuté dans cet autre langage, il devra retourner 2. Et pareil pour le suivant, on devra modifier le programme pour qu'il soit un polyglotte avec un troisième langage, et ce troisième langage devra retourner 3, tout en gardant bien sûr le fonctionnement, l'exécution correcte avec les langages précédents. Alors ça peut paraître un peu délicat, on peut se demander jusqu'où on peut aller. Et là pareil, c'est un challenge qui a été lancé sur stackexchange.com, et pour l'instant on en est à active. On en est à 195 langages. Et voici le bout de code en question. Alors bien sûr, complètement incompréhensible. Vous voyez qu'il y a des langages très particuliers à base de emoji au milieu. Ça va vraiment dans tout et n'importe quoi. Toujours est-il que ce programme-ci peut être exécuté dans 195 langages différents, et dans chacun de ces langages, il va retourner un chiffre différent, qui correspond au numéro du langage. Ça vous montre un peu la capacité qu'on peut avoir de produire ce genre de code. C'est assez fou. Et les polyglottes, on peut s'en servir dans un autre domaine qu'on a déjà vu, c'est celui de la démosine. Simplement parce que du fait qu'on réutilise les mêmes fichiers, eh bien, on va simplement gagner de la place. Par exemple, ici, vous avez une démosine assez récente qui a été faite par Mathieu Henry, qui est un Français, qui a gagné d'ailleurs à l'Assemblée 2017, donc vous voyez que c'est plus récent tout de suite comme compétition de démosine, qui tient dans 1 kilooctet de JavaScript, mais qui a une particularité, c'est qu'elle montre quand même des choses assez intéressantes visuellement. Alors le son par contre est assez horrible, c'est un peu glitchy. Voilà, je coupe le son très vite parce que ça fait assez mal aux oreilles. Ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez que vous avez par exemple un texte qui est assez bonne définition
et des choses intéressantes qui se passent en arrière-plan. Ça en fait ça vient du fait que il s'est servi d'un polyglotte pour le code JavaScript de sa démosine, qui peut aussi être interprété comme un PNG. Donc ça c'est assez fou, vous voyez hein, qu'ici il en parle ici comment il s'est débrouillé pour y arriver. Le fichier est un polyglotte qui contient à la fois une image PNG et une page HTML avec un peu de JavaScript. Et donc le fait d'avoir fait un polyglotte, ça lui permet d'économiser de la place, de pouvoir utiliser des choses visuelles qui se cachent finalement dans le code de la page. Donc un exemple d'application de Creative Coding dans une autre discipline de Creative Coding. Encore un autre domaine du Creative Coding, celui du character subsetting. Alors le character subsetting, ça consiste à s'interdire d'utiliser certains caractères pour écrire du code. On va même prendre à l'inverse, on va uniquement écrire du code avec des caractères dans un sous-domaine, dans un subset donné. Ce subset, on peut le choisir du coup, ça fait partie du jeu. Il y en a qui vont s'amuser à faire des choses un petit peu rigolotes, comme par exemple coder uniquement avec des emojis. Donc c'est ce qu'a fait Fake Unicode sur Twitter. Alors ça ne couvre pas tout bien sûr, on peut pas coder uniquement avec des emojis, mais juste avec ces deux bouts ici de JavaScript. Tout le reste peut être codé en emoji et ça va correspondre à du code qui fonctionne et qui nous permet du coup de coder tout et n'importe quoi en JavaScript uniquement avec des smileys. Donc voilà, c'est très amusant, ça va pas beaucoup plus loin que l'amusement, mais ça vous montre ce qu'on est capable de faire. Si on est capable de le faire avec des emojis, on peut aussi choisir des subsets un petit peu différents, et on peut aller farfouiller dans les différents codes de l'Unicode, et on se rend compte qu'il y a plusieurs caractères Unicode qui sont invisibles, qui sont des caractères par exemple d'espacement ou des caractères de traitement particuliers. Et en fait, on peut arriver avec un petit bout de JavaScript à générer du code simplement invisible, c'est-à-dire qui est encodé dans les caractères Unicode qui sont invisibles. Donc ici vous avez un petit JS Fiddle qui vous permet de cacher du code existant. Par exemple ce code-ci, si je vais le cacher avec le sorte de compilateur invisible, vous vous retrouvez avec ça. Et ça vous pouvez du coup le mettre dans un endroit qui passera inaperçu, hein, dans une feuille de code ou une bibliothèque quelconque. Et en fait, il peut faire des choses très inattendues. Par exemple ici, si je l'exécute, si je le mets dans ma console, vous voyez qu'il laisse rien apparaître, mais pourtant si j'exécute, paf, ça exécute le code qui était donc caché quelque part là-dedans. Vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Donc ça c'est quand même assez flippant, un petit peu dangereux voire. J'ai même reproduit l'expérience assez facilement, j'ai fait un petit projet pour essayer d'expérimenter qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces caractères invisibles. Et j'ai réussi du coup à cacher du texte, un bout de texte secret, dans n'importe quel autre texte. Par exemple ici si j'encode une phrase que je veux cacher, vous voyez qu'il y a une fausse phrase qui est générée ici, et si vous envoyez cette fausse phrase à votre interlocuteur, via par exemple un logiciel de messagerie instantanée, et que lui-même va sur la même adresse, mais cette fois dans le côté décodeur, et bien en copiant-collant la phrase, il retrouvera le texte original. Simplement parce que j'ai encodé le texte dans des caractères Unicode invisibles qui se cachent quelque part dans les lettres du mot. Et vous pouvez couvrir ça avec n'importe quel faux texte par-dessus. On retrouve la même chose. Alors, le fait de jouer comme ça avec des subsets un peu particuliers, les emojis, les caractères invisibles, ça donne l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi comme subset, et c'est pas loin de la réalité. Il faut quand même un nombre assez important de caractères. Je crois que le minimum pour être à peu près confortable, c'est 8. Mais on peut choisir les caractères et les subsets qu'on veut, et on arrive à des choses assez incroyables. Ici, il y a toujours Martin Klepp, encore une fois, qui s'est amusé à faire un projet qui permet d'utiliser toutes sortes d'alphabets. Alors, il a fait plein d'exemples, tous plus loufoques les uns que les autres. Voilà, ça part dans les caractères un peu perses, un peu symboliques. Il a fait une petite blague sur les Allemands, forcément, Schnitzel 99.
Et voilà, on peut coder en JavaScript avec ce type de code, avec des codes qui ont cette allure-là. Finalement, on peut le faire à partir du moment où vous avez 8 caractères. Ça vous montre comment retrouver les composantes de base du langage, ce qui permet ensuite d'aller exécuter tout et n'importe quoi comme type de code. Là, il a utilisé 8 caractères pour être assez confortable, mais il y a eu un petit challenge qui consistait à voir quel est le nombre minimum de caractères, en tout cas quel est le nombre minimum de caractères différents, c'est-à-dire la taille minimum de subset, pour pouvoir exécuter n'importe quel code JavaScript. Et là, c'est un petit challenge que se sont lancés toutes sortes de personnes à travers différentes époques et différents lieux du monde. Moi-même, je m'y suis collé sans me douter que d'autres l'avaient fait auparavant. Et j'avais fait une petite présentation pour montrer mes résultats et ce à quoi j'étais arrivé. Donc je ne vais pas vous montrer toute la présentation parce qu'elle est quand même assez longue, mais toujours est-il que l'idée est qu'on arrivait au wall of 6, c'est-à-dire un subset de 6 caractères en dessous duquel on n'arrivait pas à réduire pour arriver à exécuter n'importe quel code JavaScript. Et ces 6 caractères, il y avait les brackets, le signe plus, qui étaient très utiles du coup pour faire différentes opérations de cast. Et avec ça, on obtenait les chiffres, petit à petit, puis les caractères, les lettres, une à une, avec toutes sortes de petites techniques pour aller chercher. On était vite bloqué, ce qui fait qu'on avait besoin de rajouter des codes supplémentaires, des caractères supplémentaires à notre subset. On rajoute donc soit le point d'exclamation, soit l'égal, soit les deux signes inférieurs ou supérieurs. Ça, c'est dans le but d'avoir des booléens, ce qui nous permet de récupérer L, S et R de false et true. Et avec ces caractères en plus, on arrive à débloquer encore beaucoup plus de choses. Par exemple, ici, vous voyez qu'on arrive à reconstituer le mot constructor avec tous ces trucs-là. Donc ça, c'est seulement 4 caractères différents. Mais c'est du code JavaScript valide, et ça nous permet du coup de recomposer ce mot-là. Et finalement, la dernière chose qui nous manque, c'est que là, on peut constituer des strings, des chaînes de caractères, mais on ne peut pas dire d'exécuter une fonction d'évaluation qui nous permettrait d'exécuter n'importe quel code JavaScript. Et donc, le dernier morceau qu'il nous faut pour ça, c'est les parenthèses, tout simplement. Les parenthèses qui sont les caractères d'invocation de fonction. Et grâce à ça, on peut réussir à faire tout et n'importe quoi. Pour vous le prouver, je peux vous montrer une petite démo. Ça, c'est un autre exemple de concours du JS1K qu'on a vu, qui a fait aussi beaucoup parler de lui. C'est une simulation de jeu d'échecs. Vous voyez le code ici. Un jeu d'échecs avec une mini-intelligence artificielle qui va pas très loin mais qui fonctionne. Et si vous voyez la démonstration, le jeu d'échecs, je vous montre bien qu'il fonctionne bien. Et le code source est composé uniquement de ce subset de 6 caractères. Voilà, c'est très très long, c'est pas du tout fait pour optimiser la taille, mais il y a bien toujours ces 6 caractères uniquement et rien d'autre. Et pour le prouver, j'ai même fait un compilateur. Alors, je vais vous montrer le compilateur tout de suite. Voilà, ce compilateur ici, on peut entrer n'importe quel code JavaScript, le convertir, et on récupérera la sortie en 6cars. J'ai également fait des petites expériences pour essayer de casser ce wall of 6, de trouver un subset à 5 caractères fonctionnels, et je suis arrivé à des choses quand même assez intéressantes, mais en trichant un petit peu. J'ai trouvé 2 méthodes pour y arriver à 5 caractères. L'une avec un opérateur JavaScript qui est encore en cours d'étude pour l'évolution du langage JavaScript, qui sera peut-être standardisé, peut-être pas. Toujours est-il que s'il est standardisé, j'ai déjà pu prouver que ça ferait tomber le wall of 6 et qu'on arriverait à tomber à 5 caractères seulement, en ajoutant du coup le pipe et le signe supérieur A. Et l'autre technique consiste à utiliser un ID particulier sur la balise de script qui exécute le code. Et là aussi, c'est une manière d'accéder par référence un élément du DOM et l'élément du script,
et pouvoir ensuite se débrouiller par la suite pour aller chercher ce qu'il nous faut pour exécuter tout et n'importe quoi avec seulement 5 caractères. Donc c'est bien possible. Donc voilà pour le caractère subsetting. Il y a encore une fois plein d'autres choses à faire, hein. C'est vraiment votre imagination la limite. Mais je vous ai montré un petit panel des choses qui me paraissaient les plus intéressantes. Les caractères, les esolangs, les langages ésotériques, alors ça c'est encore quelque chose d'autre qui était soit dans un but artistique mais souvent juste dans un but de simple plaisanterie. Ce sont des langages de programmation qui ont été inventés pour être tordus, pour être bizarres, vraiment ésotériques, et pour essayer de pousser un petit peu les limites de ce qu'on pouvait faire en termes de design de langage de programmation. Donc il y en a un qui est très connu, c'est le brainfuck, qui était réputé pour être absolument inintelligible, et pourtant il y a quand même des gens qui s'amusaient à coder avec. Moi il y en a un que j'aime encore plus, c'est le befunge. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Ça se présente sous la forme d'un quadrillage, et on a un petit curseur orange qui va se balader, et qui va interpréter les instructions selon chaque case sur laquelle il rencontre. Donc ici vous avez le Hello World classique, et ici vous avez une boucle. Enfin, pas tout à fait une boucle, mais un schéma. Vous voyez que le petit curseur va suivre les flèches, les petites flèches, il va aller se balader comme ça sur cette grille en 2 dimensions. Et donc vous pouvez faire vraiment des boucles. Ici vous avez un exemple de boucle. Vous voyez le petit curseur orange qui se déplace. Hop, il revient au point de départ, et il réexécute à nouveau, il passe sur le looping, et donc il va écrire plusieurs fois le mot looping, ça va être le comportement du programme. Donc voilà, c'est ce qui est amusant, c'est que les boucles qu'on a l'habitude d'utiliser en programmation, cette fois ce sont vraiment des boucles visuelles. Et bien sûr, des gens sont amusés avec ce type de langage à faire toutes sortes de choses complètement folles. Il y a son propre interpréteur, bien sûr, le propre compilateur qui est écrit en befunge. Voilà le code. Bon, je ne vais pas vous amuser à vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà, vous avez par exemple le jeu de la vie, là aussi une simulation du jeu de la vie qui marche comme ça. Voilà, très 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 amusant. Bon, je vais m'arrêter là pour tous les exemples de creative coding, pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai pris un panel qui me paraissait le plus amusant. Maintenant, vous pouvez vous demander à juste titre pourquoi on s'amuse à faire tout ça. Alors, une des premières raisons évidentes, c'est simplement que c'est fun. En tout cas, c'est fun pour moi. Parce que simplement, ça présente du challenge, ça fait appel un peu à l'imagination, on doit essayer de se sortir, se dépatouiller pour arriver à rentrer dans les contraintes. Et puis, il y a un peu de mystère, parce que beaucoup de ces challenges, simplement, personne ne les a fait auparavant, et ça peut mener à toutes sortes de choses un peu incroyables, quoi. L'autre aspect aussi intéressant, c'est que pour arriver à faire ce genre de choses, ce genre de petits challenges, il faut pousser largement plus sa compréhension du langage de programmation qu'on utilise. On va pas simplement juste connaître ce qui est suffisant pour résoudre notre problème donné et pour faire notre application. On va vraiment pousser le langage dans ses retranchements et dans des points de détail très compliqués sur sa grammaire, sur les fonctionnements des interpréteurs, etc., pour arriver à rentrer dans les cases et à respecter les règles du jeu. Donc on apprend énormément. L'autre aspect intéressant, c'est que ce genre d'expérience, ça peut mener à des découvertes accidentelles. Ça m'est arrivé tout simplement en décembre dernier. Je me suis réveillé quelques temps après avoir publié Xcar.js et du coup le compilateur à 5 caractères, et j'ai vu plein de choses en japonais sur mon Twitter. C'est parce que j'avais été cité dans une conférence à Tokyo, la Shibuya XSS Tech Talk, et que voilà, c'était une conférence sur la sécurité web, et on avait mis un lien vers mon compilateur à 5 caractères. Pourquoi on avait fait ça? C'est parce que des outils de prévention de failles XSS, de failles de cross-scripting, étaient basés sur une analyse textuelle, et le fait d'avoir réussi à tomber à 5 caractères, le fait d'avoir réussi à sortir de mon subset, et en particulier d'avoir retiré les parenthèses, fait que les codes JavaScript sur ce subset-là passaient à travers les outils de prévention de failles XSS.
Et donc, voilà, tout simplement, les outils étaient devenus complètement inopérants avec ça. Et comme en plus, j'ai eu la gentillesse de mettre un compilateur à la dispo en ligne sur tout le monde sur mon site, et les gens pouvaient tout simplement compiler leur code malveillant et y passer à travers cet outil. Voilà, oups. Donc voilà, après on peut se dire que ça reste une très mauvaise idée à la base d'avoir fait de l'analyse, de la prévention de XSS basée sur l'analyse textuelle. Mais voilà, toujours est-il que ça peut mener à ce genre de découverte un peu sympathique, un peu rigolote. Donc j'espère qu'ils vont rectifier le tir, du moins si jamais la proposale en question passe, parce que sinon ça peut poser des problèmes. Et enfin, l'aspect peut-être le plus important de pourquoi ça vaut le coup de s'investir dans le creative coding, c'est simplement la communauté qu'il y a tout autour. Vous l'avez vu dans la démocine, quand on arrive à rassembler 1 millier de personnes dans un stade, c'est déjà qu'il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais en fait, on va rencontrer maintenant avec Internet toutes sortes de personnes à travers le monde, de toutes nationalités confondues. Et c'est vraiment fantastique parce que toutes ces personnes-là, quand vous les rencontrez et que vous voyez ce qu'elles font en creative coding, vous avez l'impression qu'elles sont toutes beaucoup plus intelligentes que vous. Et puis finalement, en apprenant à les connaître, elles se mettent à partager avec vous tous leurs petits secrets. Et finalement, vous arrivez comme ça à rentrer peu à peu dans leur club de sorciers, à comprendre comment ils fonctionnent. Et voilà, vous en sortez grandi. Et c'est vraiment une très très chouette expérience. Donc, il me reste qu'à vous demander, est-ce que vous aussi vous voulez faire partie de cette expérience? Est-ce que vous voulez nous rejoindre et vous essayer au Creative Coding à faire tous ces petits trucs un peu tordus et à vous faire passer pour un alien auprès de vos collègues? En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Si vous voulez vous y mettre, je vous invite à aller rencontrer sur internet les personnes ici dessous. Donc j'ai mentionné Martin Klepp à plusieurs reprises parce que c'est vraiment quelqu'un de central dans ce domaine-ci. Mais voilà, je mentionne aussi Mario Heiderich, Mathieu Henry dont vous avez vu la démo, Maxime Eusière qui est aussi très présent sur les concours. Et ainsi que Fake Unicode qui lui s'amuse beaucoup autour de Unicode et ses limites. Voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt du coup sur les salons de Creative Coding.